Donc, dans cette partie de la séance, elle sera réservée au TD. Donc, TD qu'on avait déjà commencé et qu'on n'a pas encore terminé. Donc, je vous rappelle, le TD, il était relatif au diagramme des cas d'utilisation. Donc, dans ce TD, j'ai fait exprès de rassembler un maximum d'exercices. C'est pour que vous ayez suffisamment d'exemples sur lesquels vous pouvez travailler pour maîtriser cette notion de diagramme de cas d'utilisation. Donc, jusqu'à maintenant, on avait traité un premier exemple et un deuxième exemple. Il y a un premier exercice, un deuxième exercice. Le premier exercice, il était relativement simple. Pardon. Donc, premier exercice était relativement simple. C'était celui de la gestion des bibliothèques, donc pour réaliser un emprunt. Donc, vous avez la gestion des adhérents, la gestion des œuvres, et entre les deux, vous avez la gestion des emprunts. Et le deuxième exercice, c'était la gestion d'un parcours de stationnement de véhicules. Dans cet exercice, on avait identifié un certain nombre d'acteurs et on avait, si vous vous souvenez bien, éliminé un acteur qui a été identifié, qui était en l'occurrence là. En analysant bien le contenu de l'exercice, on avait vu que cet acteur exécutait des actions qui ne sont pas automatisables. En l'occurrence, par exemple, cet acteur, il doit alerter les gérants par téléphone. Donc, comment programmer alerter le gérant par téléphone? Donc, on avait dit que cette action était plutôt manuelle, n'était pas automatisable. Du coup, on l'avait éliminé, cet acteur, de la représentation du diagramme. Donc, ne sont représentés dans le diagramme que les acteurs qui peuvent déclencher des traitements ou bien des use cases automatisables, c'est-à-dire qu'on peut programmer. Donc, l'exercice qu'on va faire maintenant, c'est le troisième en l'occurrence, pour qu'on arrive à terminer au moins 2 exercices. Voilà, donc l'énoncé de l'exercice, c'est pour la gestion d'un module informatique. Donc, je vous lis rapidement l'énoncé. On veut doter la faculté d'informatique d'un système afin que les enseignants puissent gérer le déroulement de leurs modules. Pour cela, donc, le doyen affecte les modules à tout le staff enseignant et octroie à chaque enseignant, donc octroie, ça veut dire donne, il donne, donc octroyer ou bien donner. Il donne à chaque enseignant un compte d'accès au système par pseudo et mot de passe. Excusez-moi, je dois porter la veste parce que là, il fait froid dans cette salle. Donc, il octroie à chaque enseignant qu'il pourra changer après. Ça veut dire ici, le doyen, c'est lui qui donne au départ le pseudo et le mot de passe à l'enseignant. Une fois que l'enseignant va s'authentifier avec ce pseudo et ce mot de passe, il va rentrer dans le système. Une fois rentré la première fois, il peut aller changer le mot de passe. Comme ça, il sera par la suite le seul à pouvoir accéder à la session ou bien à son espace de travail. Donc, une fois connecté, un enseignant peut gérer son module et la liste de ses étudiants, les cours, les TD et les TP, par des opérations d'ajout, de modification, de suppression, de consultation ou de recherche. Cette dernière, donc, dire la recherche, donc cette dernière peut se faire par matricule pour les étudiants et par titre pour les unités pédagogiques. Donc, s'il s'agit de rechercher un étudiant, je peux le rechercher par matricule ou bien par nom. Si je suis en train de rechercher, par exemple, une unité pédagogique ou bien un module, je peux le rechercher par titre. L'enseignant doit gérer les notes, des contrôles et des examens passés, sans oublier la note d'assiduité attribuée à chaque étudiant.
Un pseudo et un mot de passe sont aussi affectés à chaque étudiant pour télécharger des unités pédagogiques, envoyer un devoir à un enseignant ou consulter ses notes de contrôle ou d'examen et sa moyenne générale du module. Ça, c'est les traitements que l'étudiant peut faire à travers ce système. L'étudiant peut aussi changer le mot de passe initialement affecté. Donc, même l'étudiant, on lui donne un mot de passe d'accès et une fois accédé une première fois, il peut le changer. Le doyen peut consulter les résultats finaux des étudiants par l'affichage du bilan global établi par l'enseignant. La question, donc modéliser ce système à l'aide d'un diagramme de cas d'utilisation. Donc, pour pouvoir le modéliser, il faut lire attentivement l'énoncé et faire ressortir au départ qui fait quoi. C'est-à-dire cibler les acteurs qui vont intervenir dans le cadre de ce système automatique. Donc, c'est ce qu'on fait dans cette première étape. Donc, on va identifier les acteurs. Donc, parmi les acteurs, on voit bien qu'il y a un acteur qui apparaît souvent, qui est l'enseignant. Parce que l'enseignant, c'est lui qui va gérer les étudiants, c'est lui qui va gérer les notes, c'est lui qui va faire des recherches, etc. C'est lui qui va établir le bilan des notes, des examens, des contrôles. Donc l'enseignant, vous voyez bien dans l'énoncé, il se répète pas mal de fois, 7 fois. Donc c'est un acteur très actif dans le cadre de ce système. On peut aussi cibler un autre acteur, moins actif que l'enseignant, mais quand même, il fait pas mal de choses. Par exemple, qui est l'étudiant. Donc, l'étudiant, pourquoi? Parce que déjà, l'étudiant, il peut télécharger des unités, il peut envoyer un devoir, il peut consulter ses notes, il peut accéder au système parce qu'il a un login, un password, il peut changer de mot de passe. Donc, l'étudiant, c'est aussi un acteur actif dans le cadre de ce système. Et on identifie aussi un dernier acteur, le doyen. Parce que le doyen, finalement, c'est vrai qu'il apparaît que 2 fois dans le texte, mais le doyen fait des choses aussi. Par exemple, c'est celui d'affecter les mots de passe aux enseignants. Par exemple, consulter les résultats. Donc, c'est des actions que le doyen, il est le seul à pouvoir cibler dans le cadre de ce système 3 acteurs principaux. Donc, l'étudiant. Maintenant, on va essayer d'identifier pour chaque acteur quels sont les use cases qu'il peut déclencher ou bien qu'il peut exécuter. Madame, Par exemple, oui, pour la recherche, ils ont oui. dit que elle peut être effectuée par titre. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par titre? Par exemple, par titre, par exemple, je veux rechercher le module GL. Donc, je mettrai génie logiciel. C'est ça le titre du module. Enfin, il ne fallait pas dire titre, mais il fallait dire plutôt le nom du module. Ici, on n'avait pas répété le nom, c'est pour faire la différence par nom de l'étudiant. Donc, plutôt, il fallait, par exemple, ici, il fallait plutôt dire par titre, au lieu de dire par titre, on pouvait faire, par exemple, par désignation. Désignation. On pouvait faire comme ça, désignation. Pour les unités. Désignation, voilà, pour les unités. C'est ça ce que je veux dire. Donc, je vais le mettre comme ça et je vais corriger après avant de vous l'envoyer. Bon. Je vais le mettre en rouge. Comme ça, je... Est-ce que tu m'as compris? S'il te plaît, est-ce que tu as Madame, compris? si par exemple, Madame, si par exemple quelqu'un recherche le module GL, qu'est-ce qu'il aura en retour? Le nom de l'enseignant ou des étudiants?
Non, regarde, ça veut dire il faut imaginer dans ce logiciel qu'il y a par exemple il y a un menu et dans ce menu il y a une zone de recherche. Donc rechercher. Donc qu'est-ce que je dois taper rechercher le nom du module. Par exemple ici, par exemple génie logiciel. Donc il va rechercher parmi, supposons l'ensemble des modules, il y a beaucoup. Donc il recherche génie logiciel. Donc une fois qu'il valide, donc il va cliquer sur OK, il aura la description de ce module. Par exemple, génie logiciel, euh, par exemple, génie logiciel 1, il va avoir la liste des enseignants qui enseignent ce génie logiciel 1, les spécialités dans lesquelles ils sont enseignés, le semestre dans lequel il est enseigné. Par exemple, il va m'afficher génie logiciel 1, par exemple, ISIL A, L2 ISIL A, L2 ISIL B, enseignant Boulkrinat et Hemmel. Par exemple, il va afficher génie logiciel 2, donc plutôt génie logiciel 2, L3 ISIL A, L3 ISIL B, enseignant c'est Habdouche et Abarbour, semestre par exemple 1, pour nous génie logiciel 2, 1, c'est semestre 2. Par exemple, génie logiciel 3, voilà, donc par exemple, génie logiciel 2, aussi ACAD A, ACAD B, ACAD C, semestre 1, et enseignant Berkani, par exemple, Olfré, etc. Donc, il va me ramener tout ce qui concerne comme information du module génie logiciel. Est-ce que tu m'as compris? Oui, madame. Merci. Voilà, donc, parce qu'un module, par exemple, quand on va rechercher un module, il se peut ce module soit enseigné plusieurs fois dans le cursus d'un étudiant. Mais à chaque fois, il y a une partie de ce module qui est enseignée. Par exemple, si je recherche le module, par exemple, complexité. Complexité, c'est un module qui est enseigné une seule fois dans le cursus d'un étudiant. Il est enseigné en fait pour tous les masters. Par exemple, master RSD, master S2I, master IL, etc. Donc, il est un petit peu enseigné pour tous les masters. Et pour chaque master, par exemple, en général, c'est le master 1, donc la première année du master. Pour chaque master, il y a un enseignant responsable du module. On peut avoir le nom de l'enseignant qui l'enseigne, et on peut avoir même la liste des enseignants qui font le TD et le TP, parce qu'il se peut que ce soit un autre enseignant. Par exemple, comme GL1, par exemple, moi, j'enseigne GL1, la section B, l'enseignant fait le cours, mais il y a des assistants avec lui qui font le TP et le TD. Donc, je peux avoir l'affichage de toute une fiche de description détaillée du module. Quand est-ce qu'il a enseigné, son volume horaire, donc en combien d'heures il doit être enseigné, l'enseignant ou bien le staff enseignant qui sont responsables de l'enseigner, etc. La spécialité, l'année, etc. Donc, pas mal d'informations que je peux trouver. Donc, ici, au lieu de dire par titre, il fallait plutôt dire par désignation. Donc, je vais corriger, je vais mettre la désignation plus tôt. Donc, j'espère que je ne vais pas l'oublier. Peut-être qu'il faut que j'encadre ça avec il faut que j'encadre ça avec une couleur. Comme ça, je ne vais pas l'oublier. Donc, je vais remplir. Allez, bon, je sélectionne et je vais remplir avec une couleur flagrante. Voilà, avec une couleur très flagrante. Non, trop. Voilà, une couleur canard. Voilà, comme ça, je vais modifier, au lieu de que ça soit titre, je mettrai désignation. Voilà, donc ici, on va voir ce que peut exécuter l'enseignant comme use case. Donc, si je vois l'enseignant,
Donc, je vais voir à côté qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il peut réaliser comme traitement. L'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Il réalise la gestion. Qu'est-ce qu'il va gérer? Il va gérer les modules. Donc, les modules qu'il enseigne. Donc, ici, on lui donne plutôt. Donc, ici, l'enseignant, il a un compte. Donc, s'il a un compte d'accès, parce qu'il y a le doyen qui lui donne le compte, ça veut dire ici, s'il a un compte d'accès, ça veut dire l'enseignant s'authentifie. Donc, le use case, il n'est pas décrit. Il n'est pas dit qu'il va s'authentifier, mais en sous-entend, si on dit qu'il a un compte, ça veut dire qu'il va exécuter un use case qui est s'authentifié. Par contre, ici, on décrit ce qu'il va faire de ce compte. Il peut changer le mot de passe. Donc, ici, il exécute changer le mot de passe. Par exemple, ici, il peut gérer le module. Donc, on avait dit au départ qu'il gérait les modules. Il peut gérer aussi la liste de ses étudiants. Il peut gérer les cours, les TD, les TP. Donc, cette gestion, elle consiste à faire quoi? Que ce soit le module, ou bien les étudiants, ou bien le cours TD, TP. Cette gestion consiste à faire des actions. Les types d'actions qu'on va réaliser, c'est ajouter, modifier, supprimer, consulter et rechercher. Donc, pour rechercher, quand il s'agit d'étudiants, on recherche par matricule et on peut rechercher par nom. Et quand il s'agit d'une unité pédagogique ou bien d'un module, on peut rechercher par désignation ou bien par titre. Donc ici, on avait dit unité pédagogique parce que nous avons cours, TD, TP, module, etc. Donc il y a plusieurs unités de catégories différentes. Donc c'est pour cette raison, il vaudrait mieux ne pas utiliser le mot module. Donc unité, c'est plus global. Donc l'enseignant, qu'est-ce qu'il peut gérer aussi? Les notes. Les notes de quoi? Ça peut être des contrôles, des examens. Il peut même donner la note d'assiduité. Donc il peut attribuer lui-même la note d'assiduité. Donc ici, l'enseignant, bon, chaque étudiant téléchargé, etc. Bon, ça, c'est les actions de... donc l'enseignant aussi, il peut afficher le bilan, son bilan qu'il a établi. Donc il établit un bilan, dans ce cas-là, il peut vouloir l'afficher. Donc si on résume un petit peu les actions que l'enseignant peut faire, donc il va gérer une unité pédagogique, donc les modules, il va gérer l'étudiant, il va noter l'étudiant, il va établir un bilan, il pourra changer son mot de passe et il a initialement un compte, donc il doit s'authentifier. Donc, on voit bien que, par exemple, ici, les use cases qu'on a sélectionnés, ce sont toutes, en général, presque tous les verbes en infinitif ici, qui sont donnés ici. Donc, à peu près, donc ici, sauf ici, par exemple, bilan global établi. Donc, ça veut dire l'enseignant établit le bilan. Donc, il va établir le bilan. Donc, vous voyez bien, établir le bilan, c'est un des use cases aussi. Pour le doyen, on voit bien, le doyen, il apparaît dans deux endroits. Au des mots de passe aux enseignants, et c'est lui qui affecte les modules aux enseignants. Donc, deux choses. Il peut même donner le mot de passe aux étudiants aussi. Il peut affecter aussi des mots de passe. Il doit affecter des comptes pour les étudiants. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Et il peut consulter les résultats finaux. Consulter, cette consultation se fait par l'affichage du bilan, qui a été bien sûr établi par l'enseignant. Donc, si on résume, c'est lui qui affecte une unité pédagogique pour l'enseignant, c'est lui qui donne les comptes aussi bien pour l'enseignant que pour l'étudiant, c'est lui qui affiche le bilan, il peut rechercher un enseignant, il peut chercher un étudiant, et ici, il n'est pas décrit que ce doyen doit s'authentifier. Mais ça sous-entend que s'il ne s'authentifie pas, ça veut dire n'importe qui peut jouer le rôle de doyen et rentrer dans sa session. Or, ce n'est pas possible. Donc, il doit avoir lui-même un mot de passe d'accès au système pour pouvoir rentrer avec la priorité d'être doyen. Donc, une fois qu'il rentre dans sa session, il aura le menu affecter module, octroyer mot de passe, octroyer mot de passe pour enseignant, octroyer mot de passe pour étudiant, afficher bilan. Vous voyez, donc son module, son menu
il sera composé d'un certain nombre d'actions que, par exemple, un enseignant peut ne pas les trouver. Par exemple, une fois qu'un enseignant rentre dans sa session, il ne va pas trouver affecter module. Parce qu'un enseignant, il ne doit pas affecter un module à l'autre enseignant. C'est le doyen qui le fait. D'accord? Donc, affecter module, il ne va pas le trouver dans son espace de travail. Donc, c'est pour cette raison, ça sous-entend que le doyen doit aussi s'authentifier. Donc, maintenant, pour l'étudiant. Pour l'étudiant, on voit bien que l'étudiant, il fait aussi des choses. Principalement, c'est décrit dans ce paragraphe. Donc ici, dans ce paragraphe, donc l'étudiant, il peut télécharger. Télécharger quoi? Des unités pédagogiques. Il peut envoyer un devoir. Il peut consulter ses notes. Les notes de quoi? Ça peut être des notes de contrôle, d'examen ou sa moyenne générale du module. L'étudiant, puisqu'on lui donne un mot de passe, un login, un password, donc il doit s'authentifier. Une fois qu'il doit s'authentifier une première fois, il peut changer son mot de passe, initialement affecté. Voilà, donc ici, on vous donne pour l'étudiant toutes les actions qu'il peut exécuter à travers ce paragraphe. Maintenant, il est décrit autre part, on lui fait faire des choses, l'étudiant. Mais dans ce paragraphe, tout ce qui est décrit en bleu, ce sont les actions que l'étudiant peut faire. Donc finalement, les cas d'utilisation de l'étudiant, c'est télécharger unité, envoyer devoir, consulter notes, changer mot de passe et s'authentifier. Donc on a décrit globalement qui fait quoi, globalement. Donc puisqu'on a décrit globalement, on peut tout de suite passer au traçage du diagramme. Donc voici le traçage du diagramme. Donc nous avons trois acteurs, le doyen, l'enseignant et l'étudiant. Donc ici, on a mis l'étudiant du côté droit, c'est par faute des trois acteurs sans principe. Donc, on voit bien ici entre l'acteur doyen, ce doyen, il hérite de l'enseignant. Pourquoi? Parce qu'un doyen, avant qu'il ne soit doyen, il est d'abord enseignant. Donc, un doyen peut faire les mêmes actions qu'un enseignant, en plus d'autres actions. Par exemple, du temps où il y avait Madame Ali Mazeri doyenne, Madame Ali Mazeri étant doyen, elle enseignait en même temps le module base de données. Et même le doyen actuel, c'est un enseignant qui enseigne un module ou bien plusieurs modules. En même temps, il joue le rôle de doyen. Ça veut dire ici, le doyen effectue les mêmes traitements que l'enseignant. En plus de ça, il fait d'autres traitements propres à lui. Donc, c'est pour cette raison vous trouvez la relation d'héritage à ce niveau. Donc, je vous fais rappeler que la seule relation qui peut exister entre acteurs, c'est la relation d'héritage. Vous avez les actions propres au doyen, on les a résumées tout à l'heure. Donc, parmi ces actions, c'est affecter unité. Première action. Par exemple, le deuxième use case, c'est lui qui déclenche octroyer compte. Donc, octroyer compte. Mais avant d'octroyer compte, ou bien affecter unité, il doit s'authentifier. Donc, l'authentification, elle est importante pour le doyen, pour qu'il soit le seul à accéder à son espace de travail. D'accord? D'accord? Donc, ici, vous avez... lorsqu'il va déclencher, affecter unité pédagogique, ça veut dire qu'il va affecter un module. Maintenant, il doit affecter ce module à un enseignant. Bien sûr, pour affecter le module à l'enseignant, il doit d'abord aller chercher cet enseignant. Il doit aller chercher l'enseignant pour le sélectionner et lui affecter après le module. Parce que parmi les enseignants, il y en a beaucoup. Donc, il doit chercher l'enseignant qui n'a pas encore eu sa charge pédagogique, donc il est encore libre, et pour pouvoir lui affecter le module. Le doyen, sans avoir à affecter le module, il peut à un moment donné aller chercher bien sûr, même en cherchant un enseignant, il doit d'abord s'authentifier.
Donc, supposons qu'il a cherché un enseignant, donc il a exécuté ce use case. Donc, une fois qu'il a trouvé cet enseignant, il peut vouloir, par exemple, faire d'autres actions. En l'occurrence, attendez, voilà, donc le doyen cherche un enseignant. Mais, par exemple, ici, lorsqu'il va octroyer un compte, donc il va donner un login, un password, donc, euh, donc il doit donner un login, un password, ou bien à un étudiant, et dans ce cas, il faut aller chercher un étudiant à qui lui donner ce login, password, ou bien un enseignant. Donc, c'est pour cette raison un extend, ce n'est pas automatique. Donc, le doyen a choisi un login et un password. Maintenant, il doit l'affecter à quelqu'un. Donc, ça peut être un enseignant, et pour cela, il doit aller le chercher d'abord. Ça peut être un étudiant, et pour cela, il doit aller le chercher d'abord. Donc, c'est pour cette raison, vous avez extend. C'est pas include, c'est extend. Peut-être ça, peut-être ça. Voilà, donc le doyen peut afficher le bilan. Donc, mais avant d'afficher le bilan, il faut aller chercher l'enseignant. Parce que j'affiche le bilan, le doyen affiche le bilan d'un enseignant particulier. Donc, il faut aller chercher cet enseignant pour pouvoir afficher le bilan de cet enseignant. Donc, c'est un include. C'est un passage automatique, obligatoire. La recherche de l'enseignant, elle passe en premier avant d'afficher son bilan. Même dans afficher le bilan, le doyen doit aussi s'authentifier. Vous voyez bien que ce use case, tout le monde vient d'abord s'authentifier vers ce use case. Afflue vers ce use case, d'accord? Ça, c'était les use cases du doyen. Donc, essayons de voir maintenant les use cases de l'étudiant qui sont simples. Donc, ce que vous voyez ici colorié, donc même ici, même ailleurs, ce sont les use cases principaux. C'est les use cases principaux. D'accord? Par exemple, pour l'étudiant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut envoyer un devoir, il peut télécharger une unité, que ce soit le cours, le TD ou bien le TP, il peut consulter les notes, et dans ces trois use cases, avant de les exécuter, il doit d'abord s'authentifier. Maintenant, pour la consultation des notes, pour consulter les notes, quels sont les types de consultation des notes? Nous avons trois types. Ou bien consulter la moyenne, ou bien consulter la note de contrôle, ou bien consulter la note de l'examen. Donc, ce sont trois catégories de consultation notes. Donc, c'est pour cette raison que vous avez l'héritage. Donc, le cas père, c'est consulter une note, et les cas fils, c'est consulter note contrôle, consulter moyenne, consulter note examen. Madame a dit قالوا لنا في le texte. Comment? قالوا لنا في Oui, le texte. قالوها لنا في التكست, oui, قالوها لنا, voilà. Donc, si je reviens au texte, regardez, un pseudo et mot de passe sont aussi affectés à chaque étudiant. Donc, l'étudiant, qu'est-ce qu'il va faire? Télécharger des unités, envoyer un devoir ou à son enseignant, ou bien consulter ses notes. Consulter ses notes de quoi? Consulter ses notes de contrôle, d'examen et sa moyenne. Ah oui, ça Ça veut bon, dire ça ici, bon. parmi les types de consultation, de notes, nous avons trois types de consultation. Ou bien consulter note examen, ou bien note de contrôle, ou bien consulter moyenne. Ce sont des catégories de consulter notes. C'est pour cette raison qu'on les a schématisées sous forme d'héritage. Est-ce que tu es bien d'accord? Oui, oui. Voilà, donc on a terminé pour l'étudiant, on a terminé pour le doyen. Donc il nous reste l'acteur le plus important qui est l'enseignant. Parce que vous voyez bien qu'il exécute beaucoup de cas d'utilisation. Donc ici, l'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Principalement, il doit gérer le module, donc gérer une unité pédagogique. Madame, Il doit, oui, excusez-moi, juste une question. oui, À propos de s'authentifier,
Oui, celui-là. Oui. Elle ne devrait pas être en premier. Avant de faire toutes ces manipulations, on ne devrait pas s'authentifier d'abord. Après, faire ce qu'on veut faire. Oui, ça veut dire, regarde, le fait, oui, oui, j'ai compris ta question. Regarde, le fait de faire, par exemple, regarde, comme l'enseignant, par exemple, s'il veut, il peut cliquer sur l'option gérer unité pédagogique. Mais quand est-ce qu'il peut cliquer sur gérer unité pédagogique? C'est après avoir été authentifié. Ça veut dire s'authentifier, il a été exécuté en premier. Une fois que l'authentification c'est OK, il y a eu l'affichage d'un menu principal dans lequel il y a l'option gérer unité et maintenant l'enseignant peut cliquer sur gérer unité. Ça veut dire le include. Même s'il a été représenté après ce use case, mais l'exécution c'est celui-là qui se fait en premier. Dans un logiciel, supposons, tu as un acteur enseignant. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire quand il va rentrer dans le logiciel? Déjà, lorsqu'il va appeler le logiciel, il y a un menu qui s'affiche à lui, login, password. Donc, il doit introduire le login, password, il va valider, le système va vérifier c'est OK. Si c'est OK, ça veut dire qu'il s'est authentifié, ça veut dire que ce use case il a été exécuté en premier. Si c'est OK, login juste, password juste, donc il y a l'affichage du menu principal pour l'enseignant. Dans le menu de l'enseignant, qu'est-ce qu'on trouve? Gérer unité pédagogique. Donc, il peut cliquer sur gérer unité pédagogique. Ça veut dire, lorsqu'il va cliquer sur gérer unité pédagogique, auparavant, il s'est authentifié. Donc, c'est pour cette raison, include. Donc, ça veut dire, pour exécuter ça, je dois aller d'abord exécuter ça. Est-ce que tu m'as compris? Oui, oui, c'est bon. Le fait que ce soit représenté après ne veut pas dire que j'exécute ça, ensuite ça. Non. Pour exécuter ça, parce que c'est un include, je dois aller d'abord passer par l'authentification. Une fois que je réussis l'authentification, OK, je reviens pour exécuter ça. Donc, la même chose, par exemple, l'enseignant peut gérer le module, donc l'unité pédagogique, il peut gérer l'étudiant, il peut noter l'étudiant, il peut établir le bilan. L'enseignant aussi peut changer le mot de passe. Donc, voici un peu les use cases principaux de l'enseignant. C'est gérer unité, gérer étudiant, noter étudiant, établir bilan et changer le mot de passe. Donc, ces use cases, on les a bel et bien résumés ici. Les cas d'utilisation principaux. Gérer unité, gérer étudiant, noter étudiant, établir, changer mot de passe et s'authentifier. C'est ce que vous voyez ici dans les ellipses coloriées. D'accord? Maintenant, par exemple, ici, si je prends le use case noter étudiant. Donc, qu'est-ce qu'il va noter l'enseignant? Donc, il va noter l'étudiant. Donc, il va lui donner une note. Quels sont les types de notation? Noter l'assiduité, noter le contrôle et noter l'examen. Parce que ici, l'enseignant, c'est ce qu'il fait. On doit noter quoi? Les contrôles, l'examen et l'assiduité. Donc, on l'avait bien dit. Donc, ce sont trois types de noter étudiants. Trois possibilités. Donc, c'est pour cette raison ici, vous avez l'héritage. Notez bien ici, vous avez le verbe noter. Donc, noter, à chaque fois, il est répété dans les sous-use cases. Voilà, donc vous avez noté. Par exemple, ici, établir bilan, c'est juste établir bilan. Il doit d'abord s'authentifier. La même chose ici, changer le mot de passe. Juste changer le mot de passe, il doit s'authentifier. Par contre, ici, pour la gestion, donc on a géré étudiant. Ils ont dit dans l'énoncé, gérer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire consulter, modifier, supprimer, ajouter, rechercher.
Avant de faire toutes ces actions, il faut aller le rechercher. Donc ici, c'est des extends, parce que lorsque je clique sur gérer étudiant, je peux faire de la consultation, comme je peux faire de la modification, comme je peux faire de l'ajout, mais pas toutes les actions en même temps. Donc une à la fois. À un moment donné, T1, à un moment T1, je fais supprimer étudiant. À un moment T2, je fais consulter liste étudiant. À mon nom T3, je fais modifier étudiant. Mais je ne vais pas consulter modifier. Donc, c'est pour cette raison, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, c'est un extend. Par contre, la recherche, c'est un include. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que lorsque, si par exemple, je veux ajouter, pour cette raison, vous avez ici un include. Un petit moment. Vous voulez travailler ici, monsieur Jean? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est pour cette raison que vous avez ici cherché un étudiant avant de pouvoir l'ajouter. Parce que je ne peux pas ajouter un étudiant. Par exemple, je recherche un étudiant, supposons que je le trouve parmi la liste des étudiants. S'il n'existe pas, c'est là où je pourrais par la suite ajouter cet étudiant dans la liste. Exemple, supprimer un étudiant. Je ne peux d'ailleurs supprimer et modifier. Je ne peux supprimer ou modifier un étudiant que s'il existe déjà. Sinon, je ne peux pas le faire. Donc, finalement, chercher un étudiant, c'est un passage obligatoire. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez, si vous voulez, le include, la relation d'include. Maintenant, pour chercher un étudiant, bien rechercher un étudiant, vous avez deux types de recherches qui ont été énoncés dans le texte. Vous avez cherché un étudiant par matricule ou bien chercher un étudiant par nom. Donc, si on revoit un petit peu l'énoncé, donc on peut chercher, regardez ici dans l'énoncé, cette dernière, donc il parle de la recherche, donc cette dernière peut se faire par matricule ou par nom pour les étudiants. Donc c'est pour cette raison, ici vous avez deux use cases en héritage du use case principal qui est rechercher ou bien chercher un étudiant. Donc ici vous avez chercher un étudiant par matricule ou bien chercher un étudiant par nom. Donc, nous avons vu pour la gestion de l'étudiant, essayons de voir un peu pour la gestion de l'unité pédagogique. Donc, je peux gérer le TP, le TD, le cours. Donc, il y a trois types de gestion. Donc, ce sont trois types de gestion. Donc, c'est pour cette raison que vous avez un héritage. Donc, soit pour gérer une unité pédagogique, il faut aller d'abord la rechercher. Donc, il faut chercher. Le même principe que tout à l'heure pour étudiants. Il faut aller chercher l'unité pédagogique. Maintenant, une fois, donc c'est pour cette raison que vous avez un include. Une fois cherché, je peux faire les actions d'externe qui est modifier, supprimer, ajouter une unité pédagogique. Donc ici, pourquoi on dit unité pédagogique? Parce que ça peut être un TD, comme ça peut être, par exemple, ajouter unité pédagogique. Donc ça peut être ajouter un TD, ajouter un TP, ajouter un cours. Donc c'est pour cette raison on dit unité pédagogique. Sachant que pour la gestion, je peux gérer un cours, comme je peux gérer TD, comme je peux gérer un TP. Si je gère par exemple un cours, supposons que je suis en train de gérer un cours, qu'est-ce que je peux faire pour ce cours? Je peux ajouter un cours, je peux modifier un cours, je peux supprimer ce cours. Si je fais par exemple la gestion du TP, gérer TP, qu'est-ce que je peux faire comme action sur la gestion du TP? Je peux ajouter un TP, supprimer un TP ou bien modifier un TP. Ou bien rechercher un TP. Pareil pour le TD. Est-ce que vous m'avez compris, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, madame, S'il vous plaît? c'est clair, madame. J'espère que c'est bien clair. Donc, c'est clair. Donc ici, à quelle heure on termine? Attendez. À midi, normalement.
Midi, oui. Donc, midi, d'accord, très bien. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Il est clair. Donc, vous voyez un peu à travers cette démarche comment il faut faire pour analyser le texte et faire ressortir les mots-clés qui vous permettront par la suite de modéliser sans aucun problème votre diagramme. Bien sûr, dans un texte, des fois, l'énoncé n'est pas aussi clair que, par exemple, que l'exercice qui est donné ici. Des fois, il y a de l'ambiguïté. Mais pour ça, ça ne pose aucun problème parce que vous pouvez procéder votre analyse du texte par étapes. Donc, vous faites une première lecture. Les choses qui sont apparentes, par exemple les acteurs ou bien certaines actions, les use cases, etc., qui sont apparents, vous les faites ressortir une première fois. Vous les laissez de côté. Vous commencez à modéliser. Ensuite, vous revenez au texte. C'est parce qu'en commençant à modéliser, vous avez eu l'impression qu'il y a des choses qui doivent exister, mais que vous n'avez pas pu faire ressortir. Donc, il faut relire une deuxième fois l'énoncé pour voir s'il y a possibilité, si vous voulez, de conclure ou bien d'interpréter des choses qui n'ont pas été dites comme étant qu'est-ce qu'il faut modéliser. Par exemple, ici, dans le texte, il n'a pas été dit que, par exemple, le doyen, l'étudiant et l'enseignant doivent s'authentifier. Le mot s'authentifier n'existe pas du tout dans le texte. Mais on avait un petit peu conclu qu'il doit s'authentifier, c'est parce qu'il y a le mot compte d'accès. Chaque acteur, il a un compte d'accès au système. Donc, puisqu'il a un compte d'accès au système, ça veut dire à travers le compte d'accès qu'il y a un use case authentifié qu'il faut modéliser. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions sur cet exercice, donc je peux faire l'exercice suivant. L'exercice suivant, je l'ai donné une fois en tant que contrôle. Bien sûr, dans cet exercice, par rapport au contrôle, j'ai un petit peu réduit le texte pour que ça soit contenu dans une seule page, mais la sémantique de l'exercice du contrôle était le même comme celui-là. D'accord? Donc, je vais vous lire l'énoncé. Donc, il s'agit de la gestion d'une distribution des produits pharmaceutiques. Le contexte de cet exercice, c'est quoi? Donc, vous avez la pharmacie centrale. C'est elle qui distribue les produits pharmaceutiques. Que ce soit des équipements, des médicaments, elle va les distribuer ou bien elle va les vendre à qui? Ou bien aux pharmacies des quartiers, donc de la localité, donc les différents pharmaciens de la localité, ou bien aux hôpitaux. Par exemple, à l'hôpital, doit lui fournir, lui distribuer des médicaments ou bien des équipements nécessaires à l'hôpital. Donc, voilà, donc il s'agit de modéliser un diagramme de cas d'utilisation de ce contexte-là. Donc, vous avez la pharmacie centrale d'une ville, suppose la pharmacie centrale d'Alger, par exemple, garantit la disponibilité des médicaments et des dispositifs médicaux suite à la demande de ses clients, qu'ils soient des hôpitaux ou bien des pharmacies de la localité, de la ville. Chaque client dispose d'un espace privé à travers lequel il peut commander la liste par type de besoins médicamenteux. Une commande ne doit pas dépasser la quantité de vin pour chaque type de dispositif médical. Ici, pour le dispositif médical, c'est quoi? C'est comme les tensiomètres, je ne sais pas, les appareils de contrôle de l'ECG du cœur, des équipements quand même qui sont un petit peu sophistiqués et qui sont utilisés surtout dans les hôpitaux. Ceux-là, on exige que la commande ne doit pas dépasser certains nombres parce qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Donc, il faut vraiment limiter la quantité de ces produits. Donc ici, on avait dit la quantité de vin pour chaque type de dispositif médical. Par exemple, 20 tensiomètres maximum. Il peut rechercher un produit
Donc ici, chaque client, donc on est en train de parler du client, chaque client, il peut rechercher un produit particulier par son nom chimique et se renseigner sur la disponibilité d'un nouveau produit en fournissant sa fiche technique et le nom du laboratoire qu'il a fabriqué. Donc ici, il recherche un produit par le nom chimique de ce produit, ou bien, s'il s'agit d'un nouveau produit, donc il doit donner sa fiche technique ou bien le nom du laboratoire qu'il a fabriqué. Quand le client est un hôpital, donc si le client est un hôpital, il peut bénéficier d'une recherche spéciale pour lister les dispositifs médicaux hospitaliers seulement. Parce que les équipements médicaux, ils ne sont pas distribués à tout le monde, surtout pour les hôpitaux. Parce que ce sont des équipements d'hôpital, en urgence, parce que c'est un hôpital. D'accord? Donc, l'agent distributeur est le seul à pouvoir dresser la liste des commandes et éventuellement extraire la liste des quantités de produits non satisfaits. Pour pallier la rupture de stock et les pics de demande en cas d'épidémie, l'agent établit la liste des produits médicamenteux à acquérir et veiller que la quantité des médicaments à acheter ne dépasse pas le stock stratégique de sécurité. Un inventaire par catégorie de produits avec les quantités requises sera donc nécessaire. En fin d'année, l'agent dresse la liste des 10 pharmacies les plus fidèles, donc le montant global de leur commande aura dépassé 1 milliard de centimes dispositifs médicaux. Périodiquement, le directeur a l'habilité de consulter l'état de stock, éditer les chiffres d'affaires, réaliser, ventiler par type de produit ou par laboratoire et dresser ce système par un diagramme de cas d'utilisation. Donc, pareil, on va commencer par analyser le texte en vue de faire ressortir les acteurs de ce système. Donc, comme acteur, on voit bien qu'il y a peut être un acteur. On voit bien les clients. C'est deux types de clients. Vous avez le client hôpital et vous avez le client pharmacie. Et vous avez aussi l'agent distributeur. Donc, on parle de cet agent qui fait des choses. Il va dresser des commandes, etc. Il va consulter, extraire la liste des quantités, etc. Donc, pas mal de choses. Et un dernier acteur, peut-être, c'est le directeur, parce que le directeur, il fait des choses. Il va consulter l'état de stock, il va éditer le chiffre d'affaires. Donc, on voit bien que peut-être c'est cela. Donc, la pharmacie centrale, le client qui peut être hôpital ou bien pharmacie de la localité, l'agent distributeur et le directeur. Voilà, donc on définit le client, plutôt les acteurs qui sont le directeur. Le client, donc ici on ne l'a pas spécifié. Le client, ça peut être un client, ça peut être un hôpital, comme ça peut être une pharmacie de la localité. L'agent distributeur et donc ici on a mis l'hôpital. Donc le client, il fallait justement le client, parce que ça peut être un hôpital comme ça peut être la pharmacie. Donc ici, il faut que le client, ça peut être la pharmacie comme ça peut être l'hôpital. Il faut que je rectifie par la suite. Deux catégories de clients, peut-être je les ai séparés parce que c'est des actions ou pharmacie ou pharmacie. Je vais voir à travers la modélisation comment j'ai réfléchi. Donc ici, je vais l'éliminer.
mettre en rouge. Je vais voir ici par la suite si je peux modifier. D'accord. Voilà. Maintenant, on a ciblé à peu près les acteurs, qui sont le directeur principalement, le client, l'agent distributeur. Et maintenant, il faut qu'on sache pour chaque acteur qu'est-ce qu'il fait comme action. Donc, on va commencer par le directeur. On voit bien dans le texte, le seul endroit où on parle de directeur, c'est bien le dernier paragraphe. Ils vous disent périodiquement, le directeur, qu'est-ce qu'il fait? Et il peut consulter l'état stock, il peut éditer le chiffre d'affaires, il peut ventiler, donc c'est une action aussi, par type de produit ou par laboratoire. Donc ici, éditer le chiffre d'affaires. Donc ça veut dire, lorsque, par exemple, éditer le chiffre d'affaires, ça veut dire que c'est l'argent qu'ils ont réalisé. Donc, par exemple, l'argent qu'ils ont réalisé pour la vente ou bien la distribution du produit paracétamol, ou bien l'argent réalisé pour tel ou tel laboratoire. Donc, c'est pour cette raison on vous dit de ventiler. Donc, ça dépend. Donc, c'est le chiffre d'affaires, ça dépend par type de produit ou bien par laboratoire. Et le directeur, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il peut dresser l'état statistique des produits les plus demandés. Donc, voici à peu près l'acteur. Donc, pour lesquels le directeur, en tant qu'acteur, est responsable. Donc, il peut consulter l'état de stock. Il peut éditer le chiffre d'affaires. Donc, cette édition, elle se fait ou bien par produit ou bien par laboratoire. Il peut dresser l'état statistique. Donc, c'est ce qu'on a vu ici, dresser l'état statistique. Et enfin, vous avez ce mot, sous-quantifié. Alors que sous-quantifié, dans le texte, il n'a pas été du tout mentionné. Alors, comment on sait que sous-quantifié, c'est quelque chose qui est important dans ce système? Parce que Madame, parce que idem un question d'authentification, n'importe qui. N'importe qui peut jouer le rôle de ce directeur. Le directeur. N'importe qui peut consulter, par exemple, le chiffre d'affaires. Donc, c'est quelque chose, c'est une information importante relative à l'argent. Il peut aller fouiner dans les affaires de la pharmacie centrale et dire, bon, ils ont gagné ça, où est-ce qu'il est parti l'argent, etc. L'état de stock, donc s'il est un stock vide, donc ils vont médicaments, on va tous mourir, etc. Donc c'est pour cette raison, il y a des informations stratégiques que seul le directeur est habilité ou bien il a le droit de. Par contre, on va voir par la suite que d'autres acteurs doivent s'authentifier. Par exemple, si je prends par exemple l'acteur client, qui peut être que l'acteur client doit s'authentifier. Mais il y a une information spéciale qui vous donne une idée que s'authentifier, c'est important. Parce que, regardez ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Chaque client dispose d'un espace privé. Dispose d'un espace privé à travers lequel il peut commander la liste. Ça veut dire qu'il a son propre espace à lui. Il a son propre espace à lui dans ce système. Par exemple, il doit s'authentifier. Donc, le fait d'utiliser ce mot, un espace privé, donc ça vous donne une idée que s'authentifier, c'est important pour l'acteur client. Voilà, revenons. Donc, vous dressez ces statistiques de cet acteur. Donc, vous avez l'acteur directeur. Donc, celui-là, il peut compter l'état. Il peut dresser l'état statistique. Il peut éditer le chiffre d'affaires. Pour pouvoir le faire, il doit aller d'abord, donc c'est un include, vers le use case authentifié. D'accord? Donc maintenant, pour éditer le chiffre d'affaires, quelles sont les différentes possibilités d'éditer un chiffre d'affaires? Donc il peut éditer le chiffre d'affaires ou bien par produit, par type de produit, ou bien par
laboratoire. Donc, c'est pour cette raison que vous trouvez une relation d'héritage. Est-ce que par rapport à ce diagramme de classe, ce diagramme plutôt de cas d'utilisation, c'est clair? S'il vous plaît? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Personne ne répond? Ça veut dire que c'est clair? Bon, essayons de passer à autre chose. Donc ici, pour identifier les cas d'utilisation de l'acteur hôpital. Donc ici, pour l'acteur hôpital, qu'est-ce qu'il peut faire? Regardez, on a parlé des clients, donc qui peut être hôpital ou bien pharmacie. Donc ici, lorsqu'il s'agit d'un hôpital, donc il peut faire une recherche spéciale. Pourquoi faire? Pour lister les dispositifs médicaux hospitaliers. Parce qu'il est le seul à pouvoir ce type de recherche. Mis à part lui, en tant que client hôpital, mis à part lui, personne parmi les autres clients peut faire cette recherche. Donc c'est pour cette raison, peut-être plutôt c'est un acteur un peu spécial. Parce qu'il peut lister les dispositifs hospitaliers. Bien sûr que pour pouvoir le lister ça, il doit aller d'abord s'authentifier. Donc c'est un niveau où il doit s'authentifier. Donc oui, je pense que j'ai isolé cet acteur. C'est parce que le client hôpital fait la même chose que n'importe quel autre client, tel qu'il fait une recherche spéciale. Donc, c'est celle de lister les dispositifs hospitaliers. Mais avant de l'identifier, donc c'est pour cette raison que vous avez un include. Entre l'hôpital, l'acteur hôpital et l'acteur client, vous avez une relation, bien sûr, d'héritage. Donc, c'est pour cette raison l'acteur hôpital, il a été isolé, parce qu'en plus de ce que fait l'acteur client, qui peut être la pharmacie, donc il fait la même chose, l'acteur hôpital, en plus, il a le droit de faire une recherche ou bien de lister les dispositifs hospitaliers. Maintenant, le client, donc en général, le client il dispose dans son espace de privé, donc il y a s'authentifier pour lui. Il peut commander la liste par type de besoins médicamenteux, disponibilité. Il peut se renseigner sur la disponibilité de nouveaux produits et c'est tout. Donc, il peut commander. Voilà. Donc, je pense que pour le client en général, il peut faire ses produits, commander le produit dispositif médical ou médicament, vérifier la disponibilité des produits et s'authentifier. Donc, vous avez le client. Donc, il doit commander un produit. Donc, pour pouvoir commander un produit, il doit d'abord s'authentifier. Donc, ici, il y a deux types de commandes. Ou bien commander dispositif médical, ou bien commander médicament. Donc, c'est pour cette raison que vous avez la relation d'héritage. Donc, pour établir la commande, pour commander un produit, il peut dire quelque part que s'il n'est pas disponible, donc si le produit n'est pas disponible, il veut commander un produit, mais il s'avère que ce produit n'est pas disponible, donc il peut vouloir l'enlever. Donc, l'enlever de la liste de la commande, comme il peut, par exemple, ajouter. Donc, ici, vous avez supprimé. Donc, il faut réfléchir en termes de supprimer, ajouter. Donc, pour commander un produit, je peux aller le supprimer de la liste, comme je peux aller l'ajouter. Donc, c'est pour cette raison, vous avez l'extend. Maintenant, pour ajouter un produit à la... Il faut que il y a une condition. Si le dispositif médical est quantité inférieure à 20. Parce que là, on vous a dit, pour chaque type de produit, je ne peux pas le commander que si la quantité est inférieure à 20.
Donc, si la quantité est inférieure à 20, donc condition réalisée, donc dans ce cas-là, je peux ajouter ce produit à la commande. Ici, le client peut aller chercher un produit. Pour chercher un produit, bien sûr, il doit d'abord s'authentifier. Il peut vérifier disponibilité. La même chose, pour vérifier cette disponibilité, il faut s'authentifier. Maintenant, on vient include des deux côtés, aller fournir le nom du laboratoire et fournir la fiche technique. Il faut fournir deux informations. D'accord? La fiche technique et le nom du laboratoire qui a réalisé ou bien qui a produit ce nouveau produit. Voilà, donc pour les clients, donc il faut aller rapidement. Donc, agent distributeur, c'est lui qui dresse la liste des commandes. Madame la pharmacie, elle peut commander un dispositif médical, elle aussi. La pharmacie, attendez, dans l'énoncé, je ne me souviens pas, une commande ne doit pas dépasser une vingtaine pour chaque. Oui, elle peut, une commande, parce que ici, regardez, c'est lui qui commande la liste des types. Voilà, une commande ne doit pas dépasser la quantité de 20 pour chaque type de dispositif médical. Une pharmacie, par exemple, supposons une pharmacie, elle va commander de la pharmacie centrale les tensiomètres. Pour cette pharmacie, donc, elle ne peut pas commander plus de 20 tensiomètres. Sinon, la quantité qu'il y a dans la pharmacie centrale ne va pas suffire pour toutes les pharmacies de la localité. Donc, par exemple, si on a le tensiomètre, une pharmacie peut commander maximum jusqu'à 20. Par exemple, une autre pharmacie va commander 10, une autre 15, une autre 20. Mais il n'existera pas une pharmacie qui va commander 25 tensiomètres, par exemple. Donc, une pharmacie peut commander aussi des dispositifs médicaux. Est-ce que tu as compris? Oui, madame. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc, il nous reste l'agent distributeur. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il va dresser la liste des commandes afin de les acquérir. Il va établir la liste des produits médicamenteux à acquérir. Il va dresser la liste des pharmacies les plus fidèles et il peut faire bénéficier gracieusement certains clients. Donc, grosso modo, voilà ce qu'il fait. Voilà, donc si on résume l'utilisation, donc acquérir les produits, dresser la liste des commandes, établir la liste des bénéficiaires, donc pour les fidèles, si vous voulez, les clients fidèles, et s'authentifier. Donc, pour dresser la liste des commandes, acquérir les produits et établir les bénéficiaires, pour réaliser ces trois use cases, il doit aller d'abord s'authentifier. Donc, vous avez un inclus toujours vers s'authentifier. Et maintenant, pour établir la liste des bénéficiaires, il y a des conditions. Il faut que le montant de leur achat bénéficie le client fidèle. Donc, ici, établir la liste des bénéficiaires. Donc, ici, il se peut qu'on recherche. Donc, c'est pour cette raison que vous avez un extend, parce que vous avez une condition. Donc, on ne peut pas faire un include avec une condition. La seule façon de faire une condition, c'est d'utiliser un extend. C'est pour cette raison qu'on a modélisé, recherché client fidèle par un extend sous condition. Il faut vérifier que le montant de ces achats antécédents aura dépassé 1 milliard. Pour acquérir un produit, donc il faut, ou bien je veux acquérir un produit, c'est parce que j'ai la quantité en stock qui est inférieure au stock stratégique. Dans ce cas-là, je vais établir la liste des médicaments à acquérir. Ou bien je veux établir la liste des dispositifs à acquérir. Donc, deux façons. Pour acquérir un produit, ou bien que ce soit des dispositifs, ou bien c'est des médicaments. Mais je vais acquérir des médicaments à condition que le stock stratégique, la quantité que je vais vendre est inférieure au stock stratégique. D'accord? Donc, maintenant, pour dresser les commandes, la liste de commandes, donc, je peux, en dressant cette liste de commandes, je peux extraire la quantité non satisfaite. Ou bien je peux étiqueter les commandes urgentes. Donc, les commandes urgentes, c'est celles qui ont été, si vous voulez, commandées par les hôpitaux. Parce que si un hôpital demande, par exemple, dans une commande, un dispositif, donc il faut que cette commande soit étiquetée comme étant urgent.
Et dans ce cas-là, il faut aller vérifier cette information. Donc, étiqueter l'urgence à condition que la commande parvient ou bien émane du client hospitalier. Il faut que ce soit un dispositif hospitalier. S'il s'agit d'un dispositif qui n'est pas hospitalier, ce n'est pas la peine d'aller étiqueter la commande comme étant urgent. Voilà, donc, et pour dresser la liste des commandes, il faut aller aussi sous-quantifier. Voilà, donc globalement, on résume un peu ce diagramme-là en rassemblant les différentes parcelles de ce diagramme. Donc, on ramène tous les parcelles, donc le client, l'hôpital, l'agent distributeur, le directeur, et on trace le diagramme de cas d'utilisation global. Donc, voici un peu, si vous voulez, l'exercice avec sa solution. Je pense que c'est un exercice qui est aussi simple, qui est facile à faire. Donc, je vous invite à les refaire vous-même et à continuer les autres exercices. Bien sûr, l'exercice qui suit, c'est l'exercice 5. Je pense que c'est le dernier. Voilà, donc il nous reste un seul exercice qu'on peut traiter lorsque le temps est... Ah, on arrive à la fin du temps. Je crois même qu'on a un petit peu dépassé. Madame, j'ai une question. Oui, oui. Par rapport au projet de la GL. Par rapport au produit de GL. Oui. Parce que maintenant, puisqu'on est en train de faire le cas d'utilisation, c'est maintenant qu'il faut travailler le projet. Justement, je vous l'envoie. Madame, Pas eu le temps de... parce que تروحي إذا تبعتينا un projet كبير كبير تروحي صوت شوف لينا شوية. Parce que les examens قربوا Comment? aussi, les tests. Parce Non, que regarde, parce que... non, regarde. Parce que ça ne sert à rien de l'avoir donné auparavant, parce qu'on n'était pas avancé dans le GL. Maintenant, quand on est en train de faire le diagramme de cas d'utilisation, c'est là le moment où vous devez travailler la partie cas d'utilisation de votre projet. Bien sûr, je dois vous l'envoyer, c'est clair et net. Mais c'est-à-dire que je ne vais pas vous l'envoyer les moments de l'examen. Il faut que ce soit cette semaine maximum. Ah oui, هكا c'est bien. Madame, c'est un projet complexe ou là? Non. Non, ce n'est pas un projet complexe. Il faut analyser. C'est comme un exercice étoffé, beaucoup plus étoffé que les exercices qu'on est en train de faire. Mais ce n'est pas un truc. C'est comme un exercice. Ah d'accord. Simplement, dans cet exercice, c'est comme un exercice, Donc, la particularité aussi, c'est que cet exercice, vous devez lui tracer tous les diagrammes de use case, de classe, etc. Et si vous voulez, c'est un exercice complet. Est-ce que vous m'avez Ah compris? oui, j'ai compris. Madame, mais il n'y aura pas de test TP. Alors, Si, il y a le test de TP. La programmation, il y a. ce Le mec a test un de projet, TP, un il test, y c'est a ça. le test de TP. Oui, oui. Et il D'accord. y a un contrôle aussi. Il est pour quand? Donc, je ne sais pas. Donc, ici, pour le cas d'utilisation, donc je pense que à la rentrée, donc je choisis un jour et je vous fais un petit contrôle sur les cas d'utilisation, le diagramme de cas d'utilisation. D'accord, madame, d'accord. Voilà, voilà. Donc, je vous préviens. Donc, il n'y aura pas de surprise. Je vous préviens bien avant. D'accord, merci, madame. Ah. Voilà. Le but, ce n'est pas de vous saquer. Écoutez, le but, c'est de vérifier que vous avez maîtrisé certains concepts. C'est important parce que le GL, n'oubliez pas, par rapport à votre spécialité physique, c'est le pivot de votre formation. GL et base de données. Donc, et en plus, ce GL et base de données, il va vous suivre tout au long de votre cursus au master. D'accord? Donc, Madame, si vous n'avez pas... Oui. madame, pour le projet, on aura à tracer les diagrammes et faire le code, c'est ça? Non, il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code dans le projet. Ah, il n'y a pas de quatre projets. Oh, Il n'y a d'accord. pas de code. Dans le projet, il y a juste la modélisation. Le cycle de vie de l'étude de faisabilité jusqu'à la conception détaillée. That's it. C'est tout. Il n'y a pas Ah, de c'est code. Le bon. code, Ah, non, le code, vous faites un test de TP. On est en train de faire des petits TP comme ça. Vous faites un test de TP sur feuille. ah, sur Est-ce que feuille, vous m'avez madame. compris? Ah oui, c'est individuel. Ah, Parce que d'accord, le d'accord. binôme, le travail de binôme sur micro et l'un qui dort tout le semestre et il vient ramasser la note, non, ça ne marche pas avec moi. Madame, on ne peut pas faire des tests individuels sur machine. On Non, avait. c'est pas sur machine. Non, non, non. J'évite les surprises. Donc, tu écris sur feuille
et tu me donnes la feuille. Et le code à écrire, c'est pas des tonnes d'instructions. Non, c'est pas ce que je veux. C'est synthétique, c'est clair et net. Celui qui a bien suivi, qui a bien fait ses TP, normalement, une demi-heure suffit pour lui pour faire le test. D'accord, j'ai compris. Voilà. Mais celui qui n'a pas fait d'effort, c'est clair et net, dans un petit truc de rien du tout, il va rester une éternité. Ça, c'est clair. Donc, si vous n'avez pas de questions par rapport aux exercices, donc là, l'exercice 3 et 4, je vais vous envoyer leurs solutions, comme ça vous pouvez les refaire à l'aise. Bien sûr, la prochaine fois, on fera l'exercice 5 et à la fin, je vous envoie la totalité des solutions de toute la série. Donc, je vais arrêter la séance et on reprend à midi et demi. Peut-être, voilà, donc je vais midi et demi, donc il reste combien? 20 minutes? Voilà, donc on reprend à midi et demi. À tout à l'heure. Ok, ça, madame.